Vous écoutez RCI, il est 18h34. C'est l'heure pour nous de passer au magazine de la rédaction avec Eddy Planté. Bonsoir Eddy. Bonsoir David, bonsoir à tous. On approche de la fin de l'année pour le magazine. Ah oui, c'est bien ça, la fin de l'année. Donc ce soir, deux invités avec nous, Michel Mado et Alain Sorez. Michel Mado, conseiller départemental et président de la commission développement culturel et gestion du patrimoine du département. Bonsoir Michel Mado. Bonsoir Eddy. Comment allez-vous? Ben, ça va, tranquillement. Tranquillement. Alors, vous avez un partenaire de choix ce soir, Alain Sorez, conseiller municipal et communautaire de Pointe-à-Pitre, chargé des sports. Il s'occupe aussi de la culture un peu aussi. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir aux auditeurs. Merci. Bonsoir Michel Mado. Tout va bien? Oui, ça va, tranquillement. Donc Alain Sorez est avec nous. Ah oui, que je salue. Partenaire de choix. Oui. Effectivement. Alors ce soir, nous allons parler de culture aussi. On va profiter de votre présence, Michel Mado, pour évoquer justement la carrière justement de cette d'Arnaud Dolmen, ce Saint-Anais batteur qui a été sacré musicien français de l'année par deux magazines, élu musicien français de l'année, nommé dans le top 3 des meilleurs batteurs français de l'année. C'est incroyable. On est reconnu à l'extérieur de la Guadeloupe, nous les Guadeloupéens. Ouais, mais avant nous reconnus par l'extérieur, nous avons reconnus par nous-mêmes. Oui, bien sûr. Et je veux dire, toute distinction est très bonne à prendre. Encore plus pour saluer le travail qui a été fait. Et déjà pour ça, c'est vrai que je ne peux, dès que je vois Arnaud et sa réussite, je ne peux que penser au sacrifice de Monsieur Troupé, de Georges Troupé, et Kimball, et je pense aussi par extension au père du Goka moderne, à Gérard Loquel. Et c'est avec beaucoup de respect et d'humilité que je salue la mémoire de ces deux hommes, qui fait que grâce à Loquel, grâce à Troupé, et ben ni des boucons Sony Troupé, ni des boucons Arnaud Dolmen, et ni d'autres qui travaillent qui ont représenté la Guadeloupe, et ça c'est vraiment très bien, et comme je dis, toute distinction est bonne à prendre, et ça valorise le travail de l'artiste, le sacrifice de l'artiste, parce qu'aujourd'hui ça demande beaucoup de sacrifices, que ce soit le sport ou la pratique instrumentale ou toute discipline artistique, et donc pour ça c'est une très bonne chose. Toutes les récompenses sont bonnes à prendre. Maintenant, meilleur musicien français, le label français, je sais pas si ça a vraiment du sens entre autres, mais en tous les cas, nous pas bien reconnaissance à la France pour savoir qu'elle nous bons, qu'elle nous fort, mais c'est très très bien quand on voit des jeunes qui excellent, et c'est aussi la preuve que la Guadeloupe c'est un très bon terreau, et je dis même pas terre de champion, c'est vraiment une terre d'excellence, quoi. Pour un petit pays, là on regarde tout ça nous qu'a produit artistiquement, et on peut remonter même à des personnes comme Ernest Pépin, Maryse Condé et autres, et aujourd'hui à travers la culture, la musique, on a aussi des sportifs de très grand niveau. Pour un petit pays, j'ai envie de dire rouleau bravo pour la Guadeloupe, quoi. Alain Sorez, on peut dire aussi la même chose dans le domaine du sport, mais la base reste la Guadeloupe, quoi. Oui. Le départ c'est toujours chez nous. Oui, je pense qu'en plus à travers Arnaud, pour le jazz, je pense qu'il y a aussi cette notion de transmission qui a été parfaite. Et après la transmission, il y a eu valorisation de ceux qui l'ont reçu. Donc le conseiller départemental a bien précisé le nom de ces grands maîtres qui lui ont transmis certaines de nos qualités, certaines de nos valeurs, mais lui, il a su faire une valeur ajoutée de ce qu'il a appris. Et c'est ce qui est aujourd'hui récompensé et qui est aujourd'hui apprécié, parce que il y a quelques mois, j'ai eu à suivre son reportage, notamment Tomber les vœux, et j'ai été agréablement surpris, surtout que c'est une expression, lorsqu'il y a quelques mois j'ai vu le reportage, ça coïncidait avec ce que je vivais dans le domaine du sport et dans le domaine de ma vie au quotidien. Donc voilà, ne jamais abandonner et tomber les vœux, je pense que ça sera un bon slogan pour les vœux de 2023. Alors après ça, ce genre de distinction aussi, ça donne aussi des idées, la base pour nos collectivités de mettre en place des politiques publiques en matière culturelle, en matière de sport également. Ça donne des idées, Michel Mado, vous qui êtes au département. Oui, non, mais il n'y a pas d'interaction. C'est-à-dire qu'au contraire, ces réussites
sont le résultat des politiques publiques en termes d'art, de culture et de sport. Oui. Au contraire, c'est pas l'inverse, et ça donne plus de foi, on va dire, pour pouvoir contribuer à un essor, de structurer la filière vraiment. Parce qu'on est sorti de loin, hein. On est sorti aujourd'hui d'un pays qui à l'époque la musique c'était pas le métier. Je sais très bien ce que c'est. Moi-même là, Pati fait étude. T'es un grand rédacteur en chef à l'époque qui jamais, paix à son âme. Il a dit Gaston on va faire musique. Il parlait à mon père à l'époque. Il a dit Gaston on va faire musique. Comment musique son métier. Hein. Et à l'époque, ça date de 97. Donc, entre 97 et 2022 aujourd'hui, où on salue la réussite de jeunes Guadeloupéens qui ont choisi de faire de l'art ou de leur discipline artistique leur métier, eh ben, je trouve qu'on a fait beaucoup de chemin en 30 ans, et c'est très bien, et pourvu que ça dure. Et alors maintenant, en termes de politique publique, il nous appartient de vraiment conforter cet écosystème, arriver à faire en sorte que la Guadeloupe soit vraiment un meilleur terreau encore, qu'on puisse produire des jeunes Guadeloupéens qui forcément auront besoin de partir pour se confronter à l'autre, puisque il n'y a pas d'hermétisme en discipline artistique, mais il faut aujourd'hui donner les atouts, donner les bonnes chances et donner les meilleures armes aux Guadeloupéens, aux jeunes Guadeloupéens, afin qu'ils puissent se confronter au monde et s'épanouir dans leur volonté artistique. Voilà. Alain Sorez également. Au Cross-Gois, vous faites la même réflexion aussi. On disait pareil pour les sportifs. Avec le cas du boule pas manger. C'est ça. C'était un peu ça. Nos parents nous répliquaient aussi à l'époque. Peut-être ça nous a privé d'avoir davantage de champions parce qu'il fallait faire des choix, mais on sait aussi qu'il y a eu certains de nos aînés qui ont fait le choix d'avoir à la fois des études. Ils étaient médecins, ils sont devenus médecins, ils étaient aussi champions dans leur discipline. Donc, je pense que maintenant, la réalité est tout autre, et parfois c'est l'excès inverse. Il y a des parents qui veulent à tout prix que l'enfant devienne cette poule aux œufs d'or. Donc parfois il y a de l'exagération dans les entraînements et de la pression sur les entraîneurs pour avoir ce champion. Mais je pense que tout est relatif. Je pense que nous, au niveau de la politique publique, ce que je veux dire, c'est qu'à un certain moment, je le dis très souvent lorsque je préside les réunions au Cross-Gois, c'est que le rôle d'un politicien, ce n'est pas seulement d'aller à l'aéroport et de venir accueillir ceux qui ont reçu une médaille d'or. Au contraire, c'est de produire, de tout faire pour mettre en place une politique publique pour produire justement ces champions. Et j'ai parlé de transmission, donc le premier rôle de la politique publique, c'est de veiller à cette transmission de valeurs, cette transmission, les conditions de l'entraînement, les conditions de la formation. Donc voilà, c'est ce qui va nous permettre d'avoir ces talents à l'état brut peut-être en Guadeloupe, mais de produire ensuite des champions, et dans toutes les catégories, que ce soit la culture, que ce soit aussi dans le domaine scientifique, que ce soit dans le domaine sportif. Donc c'est ça la politique publique, c'est l'accompagnement de ces talents, et surtout que l'alerte rouge qui a été lancée par le Cross-Gois depuis quelques semaines dans les instances où nous siégeons, c'est le problème de la démographie. Donc cette perte en démographie de la Guadeloupe, et aussi cette fuite de talents. Et au niveau sportif, nous allons le payer très cher, parce que nos meilleurs jeunes dans beaucoup de disciplines quittent la Guadeloupe à l'âge de 14 ans, 15 ans. Et ça, on commence à le ressentir dans les championnats, mais également aussi dans nos sélections. Effectivement. Messieurs, il y a ces distinctions, effectivement, mais il y a aussi la réalité, le contexte social, le contexte économique chez nous, des dossiers qui préoccupent, qui inquiètent les Guadeloupéens, l'océan de l'eau, il y a aussi l'inquiétude autour du chlordécone, la gestion des déchets, la réintégration des soignants également, un dossier qui est devenu politique. Malgré tout ça, on a le sentiment que le pays est en agitation, est en mobilisation permanente. Michel Mado, nous habitiés, pays-là habitiés avec ça, quelque part. Et c'est peut-être ça qui rend nous Guadeloupe et qu'on a dit très alerte, parce que nous habitiés vivent à d'un bouleversement permanent. Et maintenant, ce sont des sujets. Je pense qu'il faut un moment, faut faire un reset. Il faut qu'on arrive à se lancer les bons objectifs et pour construire le pays. Il y a beaucoup de choses à déconstruire, il y a beaucoup de choses à reconstruire, il y a des choses à conforter, et aucun point n'est négociable. C'est-à-dire que tous les points que vous avez cités, que ce soit le chlordécone, que ce soit la gestion des déchets qui devient vraiment problématique, la fuite des jeunes talents aussi, Alain l'a dit, il y a ça, il y a le personnel soignant qui a été suspendu aussi. Ça, ce sont des vraies préoccupations, et je pense qu'il n'y a aucun sujet que l'on doit fuir.
déjà en tant que Guadeloupéen, ces députés nous peut pas ni pour sujet qui tabou, qu'elle nous peut fuir, et encore plus quand on est responsable politique, je pense qu'on doit avoir cette honnêteté. Et la question du chlordécone me perturbe quelque part, parce que là, vous voyez qu'il vous fait plier des gros mots comme Monsanto. En védignant, au moment, faut nous capables de mettre l'État français devant responsabilité par rapport à chlordécone là. Alors, est-ce que c'est l'arsenal juridique? Je ne sais pas, hein, je dis juste qu'aujourd'hui, il faut que toutes les responsabilités sont prises. Quand on sait les conséquences du chlordécone en termes endocriniens sur nos jeunes filles, précisément, on parle de la prostate, il y a tout ça. On peut pas faire l'impasse sur ça. Et ce sont des vraies problématiques quand on voit les difficultés que certains enfants rencontrent à l'école. Aujourd'hui, de plus en plus de petits monde qui nie des, un peu qui parle des déficiences, mais qui nie des légers handicaps. Et ça pas impossible que le chlordécone l'a joué dans ça aussi. Oui. Donc, faut nous permettre chaque monde devant responsabilité à eux et parce que Guadeloupe, pas moins ce qu'ils ont d'autres, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un sujet comme tant d'autres. Un sujet comme tant d'autres. Ouais. Je veux entendre Alain Sorez, justement. Oui, bon, moi, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on était censé avoir un conseil municipal à Pointe-à-Pitre à 17h30. Ça a été annulé, reporté parce que depuis ce matin, il y a eu des cadenas à la mairie par un syndicat. Selon ce que j'ai compris, c'est qu'ils voulaient être entendus sur le problème des soignants sanctionnés. Alors là aussi, c'est le symbole de, comme je le disais ensuite avec quelques concitoyens de la ville. Personnellement, je ne comprends pas. Si on veut être entendu, on demande à être entendu. S'il y a un conseil municipal, on peut les recevoir. Mais de là à cadenasser une mairie, alors qu'il y a des jeunes peut-être qui ont besoin de leur pièce d'identité, de leur passeport, bon ça aussi, est-ce qu'on est forcément Guadeloupéen l'un contre l'autre? Est-ce qu'on est dans une spirale où il faut bloquer une école pour se faire entendre, il faut bloquer une rue dans un quartier pour se faire entendre par une municipalité, il faut bloquer l'accès à un stade parce qu'on n'a pas tel ou tel créneau horaire. Donc, à un certain moment, en Guadeloupe, depuis quelques années, moi je prends de la hauteur, je me dis, bon, il faut siffler la fin de la récréation, sinon on est en train de tuer on n'est même pas encore peut-être peuple, mais on est en train de tuer tout ce qui a fait notre force, la société guadeloupéenne. C'est-à-dire qu'il y a un manque de respect dans nos institutions. Il n'y a plus de démocratie parce que parfois ceux-là même qui critiquent les élus, qui disent ne pas aller voter, c'est ensuite ils font appel aux élus. Donc il y a beaucoup de choses qui ne vont pas actuellement dans un pays. Et ensuite il y a un manque de leadership. C'est-à-dire au lieu d'avoir de vrais leadership, c'est-à-dire les patrons de nos collectivités qui donnent une direction, qui donnent une vision, on a parfois des petits dictateurs. Et donc on a tout ce mélange qui fait qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation qui est explosif, mais au détriment du développement de la Guadeloupe. Oui, une situation particulière, Michel Mado. On a le sentiment que d'un côté, il y a les élus, les parlementaires, les responsables de collectivités majeures qui défendent des dossiers souvent en frontal face au gouvernement qui tient tête à ces parlementaires, et de l'autre côté une population qui a un sentiment de défiance, qui exprime un sentiment de défiance par rapport à ces élus. Alors c'est complexe. C'est complexe, mais je pense que c'est au-delà de la défiance même aussi, c'est-à-dire que nous sommes arrivés au bout d'un système, et je crois qu'aujourd'hui la Guadeloupe a besoin de responsabilisation, c'est-à-dire que nous aussi nous peut décider à un moment donné qui bon pour payer à nous, en qui sens nous veiller, et je subis quelque peu le fait d'être élu, effectivement. J'entends cette défiance, cette méfiance où l'élu est critiqué à tout va. La parole politique aujourd'hui n'a pas de poids. Alors je sais pas parce que peut-être que les chefs d'exécutif en souffrent. Moi, c'est vrai qu'en tant que président de la commission culture, de développement culturel, et même en tant qu'élu à la ville de Bémao à la culture, c'est vrai que je mets tellement d'énergie, je passe tellement de temps à œuvrer pour structurer le schéma culturel en Guadeloupe que je ne suis pas sensible à ce qu'on peut reprocher à un élu sur d'autres dossiers, parce que je travaille, je le vois et je le sens, et j'en souffre même quelque part. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des responsabilités à prendre, et il faut qu'on soit honnête vis-à-vis des limites des uns et des autres. Le pouvoir d'un parlementaire, la marge de manœuvre d'un parlementaire n'est pas celle de chef d'exécutif, n'est pas celle de maire, et je crois que très souvent on se trompe dessus, et même encore maintenant dans le millefeuille administratif, le millefeuille institutionnel, où les gens reprochent au maire qu'il n'y a pas pour les déchets, alors que nous savons que c'est les EPCI qui a géré ça, pas mais là. Donc deux fois, je crois qu'il y a un vrai travail de pédagogie à faire, afin qu'on reprenne vraiment conscience de l'organisation des choses, et
mais et je parle de confiance, mais je crois que la première des choses à faire, c'est qu'on arrive à s'aimer, nous Guadeloupéens ensemble, et qu'on arrive à se faire confiance, nous Guadeloupéens ensemble. Après, j'ai aucun doute qu'on pourra se construire et se prémunir par rapport à l'autre, quoi. Alors, sur les grands dossiers, on a cité les problématiques. Il faut une grande réflexion, selon vous. Je ne sais pas dans quel, est-ce que c'est à l'intérieur du Congrès, est-ce qu'il faut une vraie vision politique sous l'ensemble de ces problématiques. Et un cap. Je crois qu'il faut se fixer un cap. Fixer un cap, déjà. Fixer un cap et mais qui peut fixer ce cap? En l'occurrence, aujourd'hui, c'est le Congrès. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à faire, à réunir les deux assemblées, qu'on puisse discuter, et puis qu'on sorte des problèmes d'hommes et des problèmes architecturaux, parce que je ne suis pas convaincu que ce soit la structure qui fasse le système. Je pense que c'est plutôt les hommes. Oui. Et Alain Sorès parle de manque de leadership. Alors. Je sais pas, je ne dirais pas ça. Quand quelqu'un est élu, je parle pas de manque de leadership. Voilà, surtout quand quelqu'un est réélu. Donc je sais pas à qui Alain pensait précisément, mais je peux pas penser qu'Alain ciblait qui que ce soit, parce que même dans la municipalité pointoise, il y a un leader qui est Monsieur le maire Harry Durimel, il y a un leader à la région, il y a un leader au département. Non, et puis certains maires sont reconduits. Donc c'est un peu là, cette schizophrénie et ce paradoxe. Donc pas ni réellement, non. Il y a une défiance qui est naturelle parce que la population l'a souffert, et ça il faut le reconnaître. Et des fois, et ça par contre force est de reconnaître que très souvent, il y a des gens qui sont déconnectés de ce que vit le Guadeloupéen. Et en cas penser que vraie difficulté là, c'est là y est, des monde qui a souffert. Et la question du personnel soignant suspendu par exemple, sont bien qui vital. Nous, tant qu'on n'est pas concernés, on peut pas prendre ça, même gens qui ont moun, c'est l'argent, c'est salaire, c'est ça qui a payé manger, qui a rempli frigidaire, qui a payé études à Timounaï. Donc, je pense qu'à un moment donné, on ne doit pas rentrer dans la considération qui fait qu'il y a suspendu ou pas, faut y ouvrir que, ni un moun, je dis là, qui peut travailler, peut-être Marie a eu madame Marie qui travaille même côté qui, et dans un foyer, t'as des personnes qui n'ont plus de revenus. Donc, et tant que, il y a des choses, malheureusement, tant qu'on ne les vit pas, on n'est peut-être pas sensible à ça. Alain Sorès? Oui, quand je parle de leadership, c'est leadership au sens anglo-saxon, c'est pas leader. Idéologique, tu veux dire? Idéologique. Voilà, je prends un exemple qui est peut-être savoir sur le point de la part d'un politicien, mais ne serait-ce que regardez, la Guadeloupe aujourd'hui n'a pas d'évêque. Donc pour les fidèles ceux qui sont catholiques se retrouvent sans un réel pasteur sur place, par exemple. Donc nous sommes dans un pays où le leadership, moi je suis de la génération de Félix Proto. À l'époque, il a mis en place la région Guadeloupe, je prends un exemple. Et il s'est toujours opposé de faire du saupoudrage, parce qu'il avait une vision globale de la Guadeloupe en tant que région, et toutes les politiques publiques qu'il mettait en place, les financements qu'il mettait à côté de ces politiques publiques, c'était dans l'objectif, et d'ailleurs ça a été le slogan de sa liste qui a gagné les élections, ensuite il a été saboté, c'était nous sommes la Guadeloupe. Ensuite, il y a eu, après Félix Proto, une dérive de la gestion de la collectivité régionale qui est devenue du saupoudrage, du copinage, du clientélisme. Donc, c'est ça que je dis, il n'y a pas de leadership, et c'est pareil, j'ai entendu le collègue Nadeau parler de l'organisation des choses, mais à un certain moment, moi, quand je dis il faut siffler la fin de la partie, c'est que quand ça ne marche pas, il faut dire que ça ne marche pas. On ne peut pas aller vers un pays de 350 000, 300 000 habitants, avec autant d'institutions, autant d'élus. Il faut venir expliquer aux Guadeloupéens, arrêtons ça. Pour savoir s'il n'y a pas d'éclairage dans tel quartier, c'est la faute de qui? S'il n'y a pas d'eau, c'est la faute de qui? Donc, et ça nous donne des responsabilités, et on n'est pas obligé d'avoir à chaque fois un ministre qui nous rappelle nos responsabilités en tant qu'élus. D'accord, c'est ça. Le statu quo, en un sens, ça rend... Je sais qu'ils sont au pouvoir aujourd'hui. Même pas, je suis pas convaincu parce qu'ils ont des comptes à rendre quand même. Donc faut vraiment être déconnecté pour aujourd'hui vouloir ce statu quo où les problématiques demeurent et les souffrances sont accrues. Donc je pense qu'il y a le statu quo n'arrange personne, et sauf si quelqu'un est dans une vision à court terme. Mais logiquement, quand on veut construire le pays, Alain, tu as dit quelque chose. Nous sommes tous des héritiers de Félix Proto. En tous les cas, tous les enfants de Guadeloupe qui travaillent pour la Guadeloupe, ce sont des héritiers de Félix Proto. Aujourd'hui, le saupoudrage dont Alain fait allusion, moi j'ai envie de dire que pour ce qui est de la commission culture, nous avons revu la copie. Il ne s'agit pas de rentrer dans une démarche bancaire où on subventionne chaque association. Et là, au contraire, il faut avoir un vrai schéma culturel où on structure le milieu, on structure les filières. Ça prend du temps. Je crois qu'aujourd'hui, on peut pas faire l'impasse sur une année ou deux de pédagogie.
d'encadrement, d'accompagnement. Il faut une vraie ingénierie aujourd'hui, et puis qu'on puisse aujourd'hui structurer les choses. Alors après, forcément, un pays qui nie toute sa collectivité, tout sa chef, tout sa président de ceci, cela, il y a un moment ça qui est foiré. Et mais je pense qu'avec des hommes de bonne volonté et qui ont cet objectif commun, naturellement, on tendra à unir les forces et à raccourcir les schémas, et voilà, à fusionner et à raccourcir les schémas, très clairement. Alors, messieurs, justement, on parle de cohésion sociale. Il y a un rendez-vous qui m'interpelle, mais qui nous montre bien la réalité de notre société, puisque le préfet de région et aussi Guy Losbar, président du département, organise le premier salon des acteurs de la solidarité. Ça nous parle. Il y a des conférences débats autour de la stratégie pauvreté, du modèle économique des associations. On arrive en plein dans le champ d'action de l'économie sociale et solidaire. Parfait. Qui pendant longtemps n'a pas été compris. Comme pour moi c'est salvateur aujourd'hui, parce que le bras armé de toute politique publique, ce sont les associations, très clairement, il faut le dire. Et d'après moi je dis là, faut nous prendre conscience de ça, et ça revient à cette idée de qu'est-ce que nous Guadeloupéens pouvons faire pour nous-mêmes Guadeloupéens, dans quel cadre. Comme c'était le temps à l'époque avec la mutualité, ici on a ce concept de mutualité, on avait ce concept d'entraide, et aujourd'hui ce qui est dommage, c'est qu'on soit obligé de vouloir faire avec une sorte de parrainage parrainage de l'État ou autre. Je veux dire, les structures sont là, les fonds sont là, l'organisation est là. L'ESS, pour moi, c'est un des vecteurs de réussite et de cohésion sociale, et c'est un des vecteurs de solidarité et d'entraide. Et bien, pour moi, on doit pouvoir en profiter très clairement, et là même encore simplifier les choses. Oui, voilà. Ça nous dit qu'il y a vraiment une pauvreté latente chez nous aujourd'hui. Il y a une souffrance, il y a une grande souffrance, et sociale, forcément aussi économique. Et aujourd'hui, quelqu'un, le 1er ou le 2 ou le 3 du mois, mon âge a découvert. Et donc forcément, ça engendre une souffrance, une certaine frustration. Et après, il y a les autres difficultés, même les autres inégalités que la personne peut rencontrer dans son quotidien. Et ça pas facile, Alain Sorès, vous qui êtes sous le terrain également, vous avez la même vision? Voilà, c'est le paradoxe. Là. Nous ne sommes pas seuls au monde. Dans le monde entier, il y a ce phénomène. Oui. Et on le ressent en Guadeloupe. Moi, je le vois en Guadeloupe. C'est-à-dire, on sent qu'il y a de plus en plus de richesses qui circulent. Mais par contre, en même temps, même de façon avec nos yeux, on peut voir qu'il y a de plus en plus de SDF, il y a de plus en plus de personnes qui nous interpellent dans la rue pour nous demander telle ou telle chose. Donc, c'est sûr qu'il y a cette rupture en termes de distribution, de répartition des richesses, mais la richesse circule. Ça, c'est ma première observation. Ma deuxième observation, c'est par rapport au mot solidarité. Là aussi, nous avons peut-être en Guadeloupe un retard, et c'est peut-être de la pédagogie à faire, et c'est pour ça que j'ai parlé de leadership. Dans le domaine du sport, moi je l'ai vécu, nous avons deux grosses faiblesses. C'est des entreprises privées qui ne jouent pas assez le jeu. Et aussi, lorsqu'il y a levée de fonds, ceux qui peuvent contribuer ne le font pas suffisamment. Et nous avons parlé de terre de talent, terre de champion. Moi, je suis très heureux de le dire que, par exemple, en 2022, lorsque nous avons organisé les premiers Jeux de la Caraïbe, il y a des footballeurs guadeloupéens qui ont donné de gros chèques aux Croix-Voix parce qu'on a fait un appel au fond. Et je pense que cet appel de levée de fonds avec cette possibilité de verser, ensuite d'être défiscalisé, il n'y a pas suffisamment de fonds en Guadeloupe. Il n'y a pas suffisamment de... même les concerts de solidarité, les levées de fonds, on sent qu'il y a un frein pour que cette solidarité s'exprime. Et au niveau des entreprises privées, c'est pareil. De moins en moins, il y a des sponsors financiers privés dans nos compétitions sportives, à travers nos clubs sportifs, et trop souvent, il faut l'intervention avec un financement public, le conseil départemental, ou communauté d'agglomération ou ville, pour soutenir le sport, Et là aussi, il faudrait qu'il y ait un leadership pour dire à nos entreprises privées, bon, en Guadeloupe, on consomme, à vous aussi de jouer le jeu, de réinjecter un peu de financement privé à travers le sport et peut-être aussi à travers la culture. Ça culturel. Tu sais, ça culturel parce que la question du mécénat se pose, où le mécénat est complètement
est visible en Guadeloupe. Pourquoi? Parce que certaines entreprises préfèrent de loin ne pas aider tel projet, ne pas accompagner, ne pas faire une fondation ou autre, ou ne pas servir de mécène. Et puis, alors qu'il y a un vrai avantage fiscal pour elles, et en même temps, c'est comme ça qu'on construit un pays. Ça s'est fait partout. Donc, mais je dis que c'est culturel parce qu'il faut aujourd'hui avoir cette démarche, aller voir les entreprises, et il y a de grandes enseignes, des grands noms qui peuvent se permettre d'aider, et les entreprises sont gagnantes. Donc aujourd'hui, les budgets s'amenuisent au niveau des collectivités. Je pense qu'on doit naturellement tendre vers ça, aller voir ces grandes boîtes guadeloupéennes, faire comprendre. Ce serait dommage qu'un jour ce soit Total Énergie, que ce soit des grandes multinationales qui elles financent des projets culturels et sportifs en Guadeloupe, alors que nos entreprises, nos chefs d'entreprise qui eux peuvent investir dans leur pays pour la jeunesse, ne le font pas, quoi. Donc ça pose, en fait, vous mettez le doigt sous la relation entre le monde économique et les collectivités et la politique en Guadeloupe. Mais qui bizarrement il y a un lien, parce que elles sont en perpétuel, là, on parle que ce soit du BTP ou autre, c'est des mondes qui y en est, puisque Yotra travaille depuis des années ensemble. Mais ça remet la question essentielle, c'est-à-dire la place de la culture et du sport en Guadeloupe. Et là, je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on arrive à faire comprendre que ce soit la culture, que le sport, ce sont des vecteurs de réussite, ce sont des vecteurs d'embauche, ce sont des vraies filières comme d'autres. Et là, à ce moment, peut-être que ces chefs d'entreprise, mais ils oseraient plus facilement investir dans ces talents, quoi. Alors terminons par un événement planétaire, messieurs, c'est que la Coupe du monde de football, entre culture et sport. Et effectivement, à chaque 4 ans, on regarde la progression, l'évolution de chaque pays au niveau footballistique, le football africain, le football caribéen, le football face à l'Europe ou le football asiatique. Quel regard portez-vous justement sous cette compétition aujourd'hui qui se déroule au Qatar? Alain. Moi, en regard de footeux complètement, je suis satisfait, même quels que soient les résultats de la championnat du monde de dimanche prochain. Je suis satisfait pour une chose, c'est-à-dire que le football est devenu planétaire, mondial. Ça a été la Coupe du monde de tout le monde, que ce soit les représentants de la CONCACAF, États-Unis, Canada, ils ont montré leur force, l'Afrique aussi, présent dans le dernier carré, musulmans, catholiques, chrétiens, voilà, donc les riches, les pauvres, l'Amérique du Sud qui souffre, le Brésil de Bolsonaro qui a été éliminé, donc voilà, donc c'est vraiment une Coupe du monde d'entière satisfaction, malgré le contexte. Alors, tout le monde connaissait le contexte, mais bon. Je pense que le football s'organise en termes de politique footballistique mondiale. Je pense que le résultat est vraiment surprenant de voir que maintenant, par exemple, demain, le match de demain, c'est comme ce qu'on vit en Coupe de France, lorsqu'il y a un petit poussier qui va rencontrer un grand et tout est possible. C'était aussi un événement important, Michel Mado, pour un pays comme le Qatar. Oui, c'était. On en a tellement dit avant. J'ai même envie de dire que c'est historique, ça, ces faits-là. C'est une Coupe du Monde où il y a aucun écueil à déplorer. C'est limite, j'ai envie d'une réussite. Et là où je suis, bizarrement, c'est peut-être l'une des plus belles Coupes du Monde en termes de résultats aussi, parce qu'on a pas mal de surprises. Je sais pas qui espérait le Maroc ou qui avait prévu le Maroc à ce niveau de la compétition. Donc, par principe, on oublie si pas l'Argentine. Donc, ça peut être historique aussi, un pays africain en finale ou. Je le souhaite, je le souhaite vraiment. Ça aussi, c'est. Mais Alain a dit quelque chose tout à l'heure. Il n'a pas souligné assez la force du sport. C'est-à-dire qu'à un moment, les classes sociales, quoi qu'on puisse dire, quoi que ça puisse, les classes sociales se rejoignent dans des manifestations sportives. Voilà. Et la passion commune qui est le sport, la musique, l'art, je crois que, il y a un moment, ça transcende la question de classe sociale, ça transcende la question de souffrance même que la population peut avoir. Et je crois que le temps du match de demain et le temps du match de dimanche, ben, le monde qui est coupé avec tout bouleverse qu'il y a au péni, il y a qu'est-ce qui équipe à l'amour. Ça voudrait dire aussi, Alain Sorez, quand on organise ce genre de compétition, on sait que vous avez organisé aussi des compétitions caribéennes chez nous, ça valorise aussi le pays, ça rejaillit sous les infrastructures également. Alors, c'est vous qu'on voit qu'il y a ce qu'on appelle une stratégie. Le Qatar, c'est une stratégie. Et personnellement, moi, j'ai été au Qatar, non pas pour cette année pour la Coupe du monde de football, mais il y a, en 2019, je me semble, c'était pour le championnat du monde d'athlétisme. Donc c'était déjà une réussite en termes d'organisation, et il y avait aussi les mêmes critiques aussi en termes de la billetterie des travailleurs étrangers, etc. Donc
Je pense que quand on a une stratégie à travers le sport, à travers la culture, et c'est pour cela que moi je compte notamment sur